Un seul chiffre suffit à bouleverser un pays lorsqu'il arrache un anesthésiste respecté à sa salle d'opération pour le projeter vers une zone de tension accrue. Un second chiffre, placé en contraste brutal, expose une logique administrative qui resserre la frontière déjà fragile entre civils et militaires, révélant l'empreinte stratégique d'Ibrahim Traoré. Comment interpréter, pour quiconque suit l'actualité, une telle bascule où chaque profession peut devenir un maillon d'un dispositif national qui s'étend silencieusement? Une image vive surgit alors, brève et insistante, comme le premier signal d'un mouvement plus profond. Ce récit propose de dévoiler, pièce par pièce, la mécanique discrète qui transforme une convocation individuelle en signal révélateur d'un changement structurel. Le bénéfice central pour le public tient en 10 mots: comprendre comment une loi redéfinit réellement un pays entier. Si la surprise initiale attire l'attention, c'est l'enjeu profond qui retient l'analyse. Un État encerclé par l'insécurité tente de convertir la vulnérabilité en stratégie, et cette mutation touche simultanément institutions, professions et trajectoires personnelles. Les, les secteurs civils, autrefois considérés comme neutres, se trouvent désormais imbriqués dans une architecture de défense élargie, ce qui bouleverse les repères sociaux, redistribue les rôles et modifie la perception même de la citoyenneté. Une tension nouvelle émerge, car chaque ajustement administratif peut produire un effet en cascade, du fonctionnement des hôpitaux aux ambitions académiques, des chaînes économiques locales aux équilibres territoriaux fragiles. À ce stade, une question s'impose déjà avec insistance. Jusqu'où un pays peut-il étendre sa mobilisation sans fracturer la cohésion qu'il cherche à consolider? La première révélation surgit dès que la convocation médicale devient publique, transformant un acte administratif en indice d'une architecture politique en mouvement. La seconde révèle, à travers un chiffre unique, l'obligation imposée aux 18-35 ans, l'ampleur d'un mécanisme légal capable de redéfinir la frontière entre citoyens et soldats. Cette double exposition éclaire une mutation profonde. Un pays encerclé cherche à convertir la vulnérabilité en levier stratégique dans un contexte où les institutions sont fragilisées par l'extension des groupes armés. L'effet de bascule se comprend mieux lorsque l'on observe comment un document isolé, en apparence anodin, révèle un système conçu pour intégrer chaque profession dans une réserve nationale. La démarche, présentée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, inscrit la mobilisation dans un cadre qui dépasse le simple discours politique et qui recompose les repères sociaux établis. Le contexte sécuritaire donne à cette mutation une portée encore plus nette. Les zones rurales subissent la pression croissante de groupes armés, affaiblissant les administrations locales et ralentissant les circuits économiques essentiels. Les partenaires internationaux, longtemps considérés comme un rempart indispensable, ne parviennent plus à garantir une stabilité durable, ce qui alimente une lassitude visible dans une partie de la jeunesse. Cette situation favorise la diffusion rapide d'un service national patriotique, perçu comme un outil pour resserrer le tissu social, réduire les zones grises entre fonctions civiles et responsabilités de défense, et rétablir une présence étatique plus cohérente. Dans ce climat, la loi cesse d'être abstraite. Elle devient un instrument qui réoriente compétences, attentes et trajectoires individuelles. La publication de la convocation du médecin agit alors comme un catalyseur. Les hôpitaux s'interrogent sur l'étendue des réaffectations possibles, révélant la perméabilité nouvelle entre expertise civile et priorités stratégiques. Les universités découvrent que l'immersion patriotique devient un passage obligé structurant l'entrée dans l'enseignement supérieur. Les réactions, dispersées mais cohérentes, montrent que la transformation n'est pas seulement institutionnelle, elle est culturelle. La tension centrale apparaît ici clairement,
car l'enjeu réside moins dans l'application immédiate de la loi que dans la capacité collective à absorber son impact croissant. Un médecin reconnu devient la première figure pivot, car son repositionnement soudain dévoile la perméabilité nouvelle entre expertise civile et impératifs nationaux. Dans son hôpital, les équipes décrivent un mélange de surprise et d'adaptation, comprenant que la réaffectation n'est plus exceptionnelle, mais intégrée à une mécanique de continuité sécuritaire. La réaction des collègues reste mesurée, mais chaque service perçoit que les compétences auparavant considérées comme intouchables peuvent désormais être redistribuées selon les besoins collectifs. Cette prise de conscience crée un déplacement silencieux. La frontière mentale entre métier et mission semble se recomposer à chaque étape. Un second cas apparaît dans le milieu universitaire. Des étudiants, prêts à achever leurs examens, apprennent l'existence d'une immersion patriotique obligatoire, ce qui modifie l'ordre prévu de leur parcours. Les interrogations surgissent immédiatement, portant autant sur la durée que sur la nature des activités imposées. Pourtant, plusieurs enseignants reconnaissent rapidement que ce passage clarifie les attentes de l'État et supprime l'ambiguïté qui séparait jusqu'ici vie académique et environnement sécuritaire. Cette réaction montre que l'adhésion naissante ne repose pas sur l'enthousiasme, mais sur une compréhension plus structurée du cadre qui s'installe. Un troisième cas éclaire les premiers effets sociaux. Dans certains quartiers urbains, des familles s'interrogent sur l'ampleur des réaffectations, redoutant les ruptures temporaires de services essentiels. Les conversations se transforment car le quotidien semble désormais traversé par l'éventualité d'un appel obligatoire, influençant les choix scolaires ou professionnels. Cette recomposition, bien que discrète, révèle un impact précoce. La loi devient un prisme à travers lequel se redéfinissent comportements, attentes et zones d'incertitude. Ces signaux ces signaux initiaux posent une même question structurante. Que devient la stabilité lorsque l'ajustement touche simultanément institutions, familles et trajectoires individuelles? La phase de déclenchement commence ici. La bascule commence au moment précis où la convocation du médecin devient publique. L'information circule vite, franchissant les couloirs d'hôpital avant de se répandre dans les marchés et les quartiers résidentiels. Chaque relais amplifie l'annonce, transformant un document administratif en symbole d'un système dont l'emprise s'élargit. Les réactions demeurent contrastées. Certains y voient une preuve de fermeté, d'autres y perçoivent un risque direct pour les professions jugées indispensables. À ce stade, l'effet le plus frappant réside dans la vitesse de propagation qui révèle une sensibilité collective déjà tendue par des années d'insécurité. Un second choc suit immédiatement. Les citoyens réalisent que le dispositif n'est pas limité à un cas exceptionnel, mais étendu à toutes les professions. Les fonctionnaires doivent se déclarer, les étudiants anticiper une immersion obligatoire, les entreprises ajuster leurs protocoles internes. L'architecture de la mobilisation cesse d'être théorique. Elle devient mécanique, stratifiée, cumulative. Chaque nouvelle directive recouvre la précédente et fixe une contrainte plus nette. Vient ensuite une phase d'accélération sous contrainte. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la cadence administrative s'intensifie. Les décrets se succèdent, les procédures s'ajustent, les priorités opérationnelles se resserrent autour d'un objectif unique: reconstruire la souveraineté depuis l'intérieur. Les forces de sécurité adoptent de nouvelles règles d'affectation, les administrations affinent les circuits de validation, les secteurs civils reçoivent des instructions plus fréquentes. L'État insiste sur la nécessité, et ce message répété forge progressivement un socle d'adhésion partielle dans une partie de la jeunesse. Le discours officiel ne parle plus d'efforts ponctuels, mais d'un processus continu englobant infrastructures, compétences
et responsabilité quotidienne. Le point culminant surgit dans les camps d'entraînement, notamment à Kaya. Les instructeurs observent une atmosphère inattendue. Au lieu de la résignation anticipée, une cohésion nouvelle semble émerger. Les recrues évoquent un rôle historique, répétant que la défense nationale ne peut plus dépendre d'intervenants extérieurs. Le moral s'élève, nourri par une impression de participation active à un mouvement considéré comme inévitable. Cette dynamique confère à la mobilisation une intensité que les autorités elles-mêmes n'avaient pas entièrement anticipée. Puis viennent les répercussions étendues de cette dynamique. Dans les centres urbains, la tension prend une autre forme. Les professionnels craignent les réaffectations soudaines. Les médecins anticipent un manque de personnel. Les journalistes interrogent la portée réelle de la loi. Quelques individus choisissent de quitter discrètement le pays, créant une onde politique disproportionnée par rapport à leur nombre réel. À l'international, ces départs alimentent des manchettes qui décrivent une pression généralisée, tandis que l'expérience interne demeure plus nuancée. L'image du pays se fragmente entre perception extérieure et vécu local. La rémanence du choc apparaît lorsque l'État renforce les obligations. L'évitement devient sanctionnable. Une campagne de suivi s'installe. Les autorités maintiennent un ton ferme mais sans stigmatisation. Les recrues interprètent cette fermeté comme une validation supplémentaire, ce qui renforce leur engagement. Les communautés, elles, oscillent entre inquiétude et résilience, car chaque famille perçoit désormais la mobilisation comme un élément structurant de son quotidien. La transformation cesse alors d'être un épisode isolé. Elle devient un cadre de vie durable dont les effets traversent les institutions, les territoires et les trajectoires individuelles. Les données publiques fournissent un premier ensemble d'indicateurs permettant de mesurer la montée en puissance réelle du dispositif. Le chiffre le plus visible concerne les 3000 citoyens ayant déjà complété leur formation civique et patriotique, un volume qui marque le passage d'une phase inaugurale vers une phase consolidée. Ce nombre illustre une dynamique de transition. Un programme qui semblait d'abord expérimental acquiert progressivement la structure d'un système national récurrent. Les autorités s'appuient sur cette progression pour démontrer que la mobilisation ne dépend plus d'un discours politique, mais d'un rythme opérationnel qui s'installe dans la durée. Les observateurs remarquent également que cette cohorte ne représente pas seulement un groupe isolé, mais le socle d'une capacité nouvelle, distribuée dans plusieurs secteurs civils. En d'autres termes, ces 3000 participants signalent une adhésion tangible stabilisée par une organisation continue. Un deuxième indicateur touche l'administration publique. 2000 fonctionnaires ont participé à une immersion militaire destinée à harmoniser la compréhension des responsabilités collectives. Cette formation ne vise pas à militariser les métiers, mais à renforcer la cohérence entre services civils et priorités sécuritaires, ce qui modifie simultanément les pratiques quotidiennes et la perception des missions. Les participants reviennent avec une vision plus structurée du rôle qu'ils peuvent jouer dans la stabilisation du pays. Les retours d'expérience montrent que l'effet est double: amélioration interne de la discipline et compréhension plus nette des limites institutionnelles. Cette nuance rééquilibre les critiques qui décrivent le programme comme purement coercitif, car les données démontrent une hybridation plus complexe des fonctions. Autrement dit, ces 2000 agents révèlent une coordination renforcée entre civils et structures nationales. Le troisième ensemble de données concerne des compétences techniques indispensables à la reconstruction des zones fragilisées. Plus de 600 stagiaires ont été formés dans des métiers tels que la menuiserie, la mécanique ou certaines spécialités énergétiques. Ces filières étaient particulièrement affaiblies dans les corridors miniers et les zones rurales exposées aux groupes armés où l'entretien des infrastructures dépendait de compétences devenues rares.
L'État utilise ce volume comme preuve que la mobilisation n'est pas seulement défensive, elle constitue également une tentative de réparation territoriale par des savoir-faire opérationnels. Cette approche élargit la définition même du service national, en intégrant la reconstruction comme composante nécessaire de la stabilité. Pour le dire simplement, ces 600 profils techniques soutiennent directement la restauration progressive des infrastructures vitales rurales. Pris ensemble, ces trois ensembles chiffrés composent une trajectoire mesurable. Ils montrent que la mobilisation avance selon une logique d'accumulation plutôt que par rupture soudaine, ce qui permet une adaptation institutionnelle plus stable. Cette progression quantitative ne supprime pas les tensions évoquées dans d'autres secteurs, mais elle fournit un cadre pour comprendre la transformation en cours. Les critiques internationales soulignent que même des chiffres positifs peuvent masquer des risques structurels, notamment la saturation potentielle de métiers essentiels. Cependant, les données internes montrent des dynamiques inverses chez les jeunes recrues, qui perçoivent leur engagement comme une participation active à un projet national. Les chiffres deviennent dès lors un terrain d'interprétation. Ils articulent contraintes, flexibilité et montée en puissance progressive. Ils n'annoncent pas le succès automatique du modèle, mais démontrent qu'il produit déjà des effets que l'on peut observer, comparer et analyser. Ils permettent surtout de comprendre que la mobilisation fonctionne comme un système adaptatif dont les impacts s'étendent au-delà des institutions, jusque dans les trajectoires professionnelles et les équilibres territoriaux. Cette lecture quantitative, loin d'être abstraite, constitue l'un des rares outils permettant d'évaluer une transformation encore en cours. Une première lecture, largement relayée par plusieurs observateurs étrangers, présente la mobilisation nationale comme un glissement préoccupant vers une militarisation diffuse qui brouille la frontière entre civil et militaire. Selon cette position, l'obligation étendue à toutes les professions risquerait d'affaiblir des secteurs essentiels, notamment la santé, l'éducation et les services techniques déjà fragilisés. Les départs discrets de certains professionnels alimentent cette inquiétude, de même que la pression ressentie dans les centres urbains, où les familles redoutent des réaffectations soudaines. Cette analyse souligne aussi que l'expansion du dispositif pourrait générer une structure de pouvoir difficile à réguler, car elle repose sur une contrainte légale qui s'applique uniformément à des métiers très hétérogènes. L'argument central tient donc dans la possibilité d'un déséquilibre interne, produit moins par la loi elle-même que par l'accumulation de tensions locales. Une seconde lecture propose une logique inverse. Elle considère que le pays, confronté à une insécurité prolongée, ne peut maintenir sa cohésion sans redistribuer les compétences disponibles. Les médecins sont réaffectés vers des cliniques, les ingénieurs renforcent les réseaux techniques endommagés, les instructeurs civils transmettent leur savoir-faire aux contingents en formation. Cette approche défend l'idée que la mobilisation ne retire pas mécaniquement les compétences de leur environnement naturel, mais qu'elle les redéploie selon une matrice d'urgence nationale. Selon cette perspective, l'effort collectif s'impose comme une nécessité stratégique plutôt qu'une dérive structurelle. La réponse argumentée s'appuie sur les données issues du terrain. Les chiffres disponibles montrent une montée en puissance progressive et organisée. 3000 citoyens formés, 2000 fonctionnaires ayant suivi une immersion disciplinée, plus de 600 stagiaires engagés dans des métiers techniques indispensables. Ces indicateurs démentent l'idée d'une mobilisation aveugle, car ils révèlent un système articulant contrainte, flexibilité et réaffectation ciblée. Les inquiétudes demeurent réelles, mais les résultats observés dans certaines zones, regain de stabilité, amélioration du moral, reconstitution de compétences, montrent que la transformation ne se résume ni à une militarisation généralisée, ni à une unité totale. Elle produit une dynamique hybride
faite d'adhésions partielles, de tensions persistantes et d'ajustements constants. Elle ne surgit pas d'un décret spectaculaire, mais de la manière dont les recrues réagissent à leur propre engagement, révélant un glissement psychologique que peu d'observateurs avaient anticipé. Les instructeurs décrivent une cohésion inattendue, presque spontanée, nourrie par des années d'insécurité et par le sentiment qu'un effort collectif devient inévitable. Le service obligatoire cesse alors d'être perçu uniquement comme une contrainte. Pour une partie des jeunes, il devient un espace où se reconstruit une direction, un rôle, un sentiment d'utilité immédiate. Cette dynamique crée une fracture discrète entre centres urbains et camps d'entraînement. Les villes expriment une tension inverse. Les inquiétudes liées aux réaffectations, à la perte de compétences ou à la pression exercée sur les familles y demeurent persistantes. Cette divergence, loin d'être anecdotique, constitue la révélation centrale de ce point charnière. La mobilisation fonctionne à deux vitesses, entre adhésion active et prudence inquiète. C'est dans cette zone de contraste que se lie l'empreinte stratégique d'Ibrahim Traoré, car la cohésion produite dans les camps pourrait devenir un moteur puissant, mais aussi une force difficile à canaliser si elle dépasse les structures prévues. Le récit atteint ainsi un point médian où la tension n'est plus seulement institutionnelle. Elle devient culturelle, émotionnelle et socialement différenciée. Du côté des institutions publiques, les administrations ressentent les premiers effets tangibles de la mobilisation. L'immersion obligatoire modifie les pratiques quotidiennes. Les fonctionnaires reviennent avec une discipline accrue qui renforce la capacité de réponse des services. Les circuits internes, auparavant fragmentés, s'harmonisent progressivement autour d'un même cadre d'obligation, ce qui réduit les lenteurs administratives et améliore la coordination intersectorielle. Les établissements scolaires réorganisent leur calendrier et intègrent les cycles d'immersion qui redéfinissent le passage vers l'enseignement supérieur. Cette transformation place l'État dans une dynamique nouvelle où l'adaptation devient une fonction permanente plutôt qu'un ajustement ponctuel. Du côté des entreprises et de l'économie, les entreprises privées doivent absorber les rotations imposées par la loi, ce qui oblige à reconfigurer les priorités de production. Certaines structures affectent leurs équipes pour maintenir les activités essentielles, tandis que d'autres s'appuient sur des collaborations internes afin de combler les départs temporaires. Les secteurs techniques, eux, bénéficient directement des 600 stagiaires formés qui renforcent les capacités locales en menuiserie, mécanique et réparation énergétique. Cette nouvelle main-d'œuvre soutient la remise en état des infrastructures et réduit la dépendance vis-à-vis d'intervenants extérieurs. L'économie locale retrouve un rythme plus stable, notamment dans les zones minières et agricoles où la sécurité s'améliore progressivement. Pour la population, les familles et les trajectoires individuelles, les perceptions demeurent contrastées. Beaucoup de jeunes engagés dans les camps d'entraînement découvrent une cohésion qu'ils ne trouvaient plus dans leur quotidien, transformant la contrainte en un espace de rôle et d'identité. Les familles, elles, oscillent entre résilience et inquiétude, surtout face au risque de réaffectation vers des zones sensibles. Quelques individus choisissent de quitter discrètement le pays, créant une résonance médiatique internationale disproportionnée par rapport à leur nombre réel. Cette diversité de réactions révèle une réalité complexe. La mobilisation n'impose pas un consensus, mais génère une pluralité de rapports émotionnels qui structurent l'expérience nationale. Dans les territoires et les zones fragilisées, les régions du Sahel et les corridors miniers enregistrent les effets les plus visibles. Les autorités locales constatent une amélioration progressive de la stabilité, alimentée par la présence consolidée de contingents civils réaffectés. Les gains territoriaux, illustrés par une progression du contrôle étatique de 70,49% à 72,7%,
dépasse la simple lecture statistique. Il signale le retour d'une présence administrative que beaucoup n'avaient plus observée depuis des années. Les Sopimusimde. Les communautés locales perçoivent ces signaux comme une tentative de réinstaller un ordre minimum permettant la reprise des marchés, la restauration des écoles et la réactivation des voies de transport. Ce mouvement demeure fragile, mais il constitue un indicateur concret de la manière dont la doctrine portée par Ibrahim Traoré recompose la relation entre État et population dans les zones les plus vulnérables. Dans un premier scénario, celui d'une trajectoire de base marquée par une continuité sous tension contrôlée, les tendances actuelles se prolongeraient sans rupture majeure. La mobilisation nationale poursuivrait son déploiement progressif, tandis que les institutions continueraient d'ajuster leurs circuits internes pour absorber les rotations imposées. Les administrations conserveraient une discipline accrue issue des immersions, et les secteurs techniques bénéficieraient encore des compétences formées dans le dispositif. Les zones rurales enregistreraient une stabilisation lente mais réelle, rendue possible par la présence consolidée de contingents civils. Cependant, les centres urbains resteraient marqués par une prudence persistante, les familles et les employeurs redoutant toujours les réaffectations soudaines susceptibles d'affaiblir certains services. Dans un scénario optimiste où sécurité, économie et cohésion convergent, les dynamiques positives déjà visibles s'amplifieraient. Les formations techniques gagneraient en efficacité, accélérant la consolidation des infrastructures fragilisées et produisant un mieux-être économique dans plusieurs zones rurales. Les régions sensibles enregistreraient de nouveaux gains territoriaux, renforçant la légitimité du dispositif et stabilisant davantage les communautés locales. Les milieux professionnels, initialement prudents, commenceraient à percevoir la réaffectation comme un mécanisme cohérent plutôt qu'une contrainte imprévisible. La perception internationale, elle, évoluerait vers une lecture plus structurée, réduisant la résonance médiatique autour des départs isolés. Dans un scénario plus risqué, marqué par la saturation, la fatigue et des pressions extérieures accrues, les réaffectations deviendraient trop fréquentes ou mal coordonnées, affaiblissant des secteurs essentiels tels que la santé, l'éducation ou les réseaux techniques. Les familles réagiraient plus vivement et les départs discrets gagneraient en ampleur, nourrissant des narratifs internationaux critiques. Dans les zones exposées, une éventuelle fatigue des contingents mobilisés ralentirait les gains sécuritaires, créant des effets dominos sur la cohésion interne. Les partenaires étrangers interpréteraient cette dynamique comme un signe d'instabilité, accentuant les pressions diplomatiques sur le pays. Le dispositif devrait alors multiplier les ajustements d'urgence pour éviter une fragmentation institutionnelle. Une clé de lecture se dégage. Au-delà des scénarios, l'enjeu essentiel consiste à considérer la mobilisation comme un système dynamique plutôt qu'un verdict définitif. Cette approche permet de mesurer non seulement ce que le dispositif produit, mais aussi ce qu'il exige de chaque institution, chaque territoire et chaque groupe social. Oui. Lire la trajectoire sous cet angle aide à éviter les conclusions hâtives et à anticiper les points de tension avant qu'ils ne deviennent structurels. Du côté des familles et des milieux domestiques, les foyers ressentent la transformation avant toute autre sphère, car chaque décision scolaire ou professionnelle s'envisage désormais à travers la possibilité d'une réaffectation. Les parents oscillent entre prudence et résilience, conscients que la mobilisation peut modifier à tout moment la trajectoire de leurs enfants. Cette incertitude crée une vigilance quotidienne, mais aussi une forme de solidarité discrète dans les quartiers où les expériences se partagent rapidement. Les conversations domestiques deviennent un lieu où se redéfinissent les priorités, les inquiétudes et les stratégies d'adaptation.
Ce déplacement, bien qu'immatériel, constitue l'un des impacts les plus immédiats sur la vie ordinaire. Pour les professionnels et les structures de travail, les travailleurs, qu'ils appartiennent au secteur public ou privé, se trouvent au croisement de deux logiques: maintenir la continuité des services et intégrer les rotations imposées par la loi. Les immersions modifient progressivement les cultures internes, renforçant la discipline, mais soulevant aussi des interrogations sur la frontière entre devoir civil et participation au dispositif national. Les équipes doivent réorganiser leurs activités, parfois avec des effectifs réduits, ce qui exige une coopération renforcée et une priorisation souple. Cette adaptation produit une tension durable, faite d'ajustements techniques et de perplexités stratégiques. Les milieux urbains en ressentent ainsi particulièrement le poids, car ils concentrent les métiers les plus sensibles aux réaffectations. Quant aux jeunes engagés ou concernés par l'appel, les recrues découvrent une cohésion inattendue, nourrie par la perception d'un rôle utile et immédiat. Cette expérience produit une identité nouvelle, façonnée dans un espace où la contrainte se transforme parfois en engagement. Les leurs jeunes extérieurs au camp suivent ce mouvement avec un mélange de curiosité et d'appréhension, se demandant ce que leur propre parcours pourrait devenir. Cette dynamique crée un horizon incertain mais structurant dans lequel la mobilisation influence les ambitions, les choix et les attentes. Premièrement, il s'agit de consolider la coordination civilo-militaire. Les administrations doivent renforcer les circuits de remontée d'informations afin d'ajuster les réaffectations au plus près des besoins réels. Cette étape repose sur un calendrier mensuel de mise à jour des compétences disponibles dans les secteurs essentiels. La mesure principale consiste à évaluer la stabilité fonctionnelle des services publics, notamment santé, éducation et logistique administrative. L'objectif vise à réduire les décalages entre besoins locaux et affectations en cours. Deuxièmement, il faut structurer les cycles de formation civique et technique. Les autorités doivent organiser des sessions plus courtes mais plus fréquentes pour absorber un volume variable de participants sans fragiliser les institutions. Les centres de formation suivent l'évolution des compétences par cohorte, ce qui permet d'estimer précisément l'impact sur les infrastructures fragiles. L'indicateur central repose sur la progression mesurée des filières techniques dans les zones rurales et minières. Cette structuration stabilise les flux et atténue les ruptures dans les services. Troisièmement, il convient de déployer les compétences civiles dans les zones sous pression. Les autorités locales travaillent avec les unités de coordination pour envoyer rapidement les ressources indispensables dans les régions nécessitant une intervention immédiate. L'enjeu consiste à standardiser les protocoles afin de réduire les retards observés lors des réaffectations. La continuité des services essentiels devient l'indicateur prioritaire, évalué trimestriellement dans les zones vulnérables. Cette approche renforce la présence de l'État là où elle était devenue intermittente. Quatrièmement, il est nécessaire d'apaiser les tensions urbaines par une communication cohérente. Les familles et les milieux professionnels doivent recevoir des informations claires sur les rotations, les exemptions et les priorités d'affectation. La mesure repose sur la diminution des demandes d'exemption et la stabilisation des effectifs urbains. Cette transparence atténue les réactions disproportionnées et réduit la résonance autour des départs isolés. Elle rétablit également un climat de prévisibilité nécessaire au secteur sensible. Cinquièmement, il importe de maintenir un cadre doctrinal unifié. La doctrine portée par Ibrahim Traoré doit être présentée comme un système adaptatif et non comme un bloc fixe. Le suivi porte sur la capacité du dispositif à préserver simultanément cohésion, continuité civile et progression sécuritaire.
Ce dernier indicateur permet de mesurer l'efficacité réelle d'une mobilisation encore en transformation. Lorsque l'on revient à la figure du médecin réaffecté, celle qui avait ouvert une brèche discrète dans la routine du pays, le contraste devient plus saisissant. Ce scalpel remplacé un instant par une convocation n'était pas seulement un détail administratif. Il condensait la tension profonde entre compétences individuelles et responsabilité collective. Les premiers témoignages l'avaient montré, chaque ajustement dans les hôpitaux, les universités ou les familles révélait un déplacement silencieux de la société tout entière. La trajectoire qui s'est dessinée depuis lors prolonge ce motif initial, comme si la transformation nationale avançait à partir d'un point minuscule mais décisif. Cette image persiste parce qu'elle dit quelque chose de l'architecture mouvante façonnée sous l'autorité d'Ibrahim Traoré. Les zones rurales et les centres urbains portant encore l'empreinte de cette scène d'ouverture, car elle symbolise l'effort partagé et la crainte diffuse qui coexistent dans chaque foyer. Les institutions, elles, apprennent à absorber la pression sans perdre la continuité civile, tandis que les individus tentent d'articuler leur propre trajectoire avec un dispositif qui redéfinit les attentes. Ce moment fondateur rappelle finalement que la cohésion ne se décrète pas. Elle se négocie jour après jour dans chaque geste réorganisé. Une société avance toujours sur une ligne encore fragile. La mobilisation qui se déploie aujourd'hui dépasse le strict cadre administratif où elle avait été formulée. Elle traverse les conversations familiales, alimente les débats professionnels et circule dans les villages où l'État retrouve progressivement une présence concrète. Chacun, qu'il se sente porté par ce mouvement ou qu'il s'en inquiète, participe malgré lui à une transformation collective qui redéfinit la manière dont un pays cherche à stabiliser son avenir. Les récits documentés jouent ici un rôle essentiel. Ils permettent de comparer les expériences, de comprendre les nuances et d'éviter les interprétations trop rapides dans un paysage encore mouvant. Les communautés locales, elles, apprennent à conjuguer leurs inquiétudes avec de nouveaux repères, tandis que les structures publiques tentent de préserver la continuité des services dans un climat en recomposition. La compréhension de ce processus passe par le partage. Observer ce qui change, mesurer ce qui tient, questionner ce qui doit encore être ajusté. C'est dans ce dialogue attentif que peut émerger une interprétation plus juste de ce que vit la société. Quel regard souhaitez-vous poser sur cette transformation collective?